C'est un régime désastreux et il faut le branler, mais il faut le faire de façon intelligente. C'est-à-dire, il faut faire exactement comme les Iraniens. Les Iraniens sont polis, ils sourient poliment, mais ils tiennent le couteau derrière leur dos. Donc, les Américains font la même chose. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine bimensuel d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec pour thème cette semaine le dossier brûlant du nucléaire iranien. Va-t-on vers un accord ou une épreuve de force? Pour en parler en ligne avec nous, Alexandre Greenberg. Bonjour Alexandre. Bonjour Richard. Vous êtes expert en affaires iraniennes, capitaine de réserve au département des recherches des renseignements de Tsahal et aussi membre de l'Institut de défense et de stratégie de Jérusalem. Et ma première question tombe sous le sens, c'est que alors qu'il avait sérieusement mis en garde les dirigeants iraniens contre la poursuite de leurs activités d'enrichissement d'uranium, le président américain, qui les avait menacés alors d'une intervention armée contre leurs installations atomiques, eh bien, Donald Trump s'est donné un délai de 3 mois. S'était donné un délai de 3 mois pour entamer des pourparlers de la dernière chance avec les mollahs de Téhéran et vérifier s'ils étaient prêts à faire de sérieuses concessions pour arriver à un compromis et éviter une nouvelle guerre régionale. Or, après les 5 premiers rounds de ces pourparlers qui ont eu lieu successivement dans plusieurs capitales du Moyen-Orient et d'Europe, où en est-on aujourd'hui alors que la date du deadline supposé de Donald Trump s'approche sérieusement? Bon, la date donnée par le président américain s'approche sérieusement, en effet, mais pour le moment, c'est clair que les Iraniens sont en désarroi. Simplement, ne savent pas quoi faire parce qu'ils ont prévu l'emploi de leur tactique de négociation traditionnelle, c'est-à-dire on parle avec une politesse iranienne raffinée qui s'appelle Ta'aruf, on est très poli ou très souriant, et dans le but de tirer et procrastiner les négociations, pour parler, pour ne parler de rien, pour ne décider rien, en espérant que voilà le locuteur ou l'adversaire soit épuisé. Mais cette fois-ci, cette tactique n'a pas marché parce que Witkoff, et contrairement à tout ce qui a été dit à son propos, et il est en, comment ça s'appelle, Il est agent lucide, il est immobilier. lucide, c'est ça? Il est lucide, mais qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi? On dit que, voilà, Trump, Witkoff, ils sont businessmen, des hommes d'affaires, et ils ne pourront jamais, voilà, pour parler avec les Iraniens. C'est vrai, mais il ne faut jamais oublier que Trump et Witkoff sont deux les requins d'immobilier de New York, new-yorkais, qui veut dire avoir affaire à mafia très souvent. Donc, ce ne Mhm. sont pas, Witkoff n'est pas Il n'est pas en dupe, il n'est pas briquet dupe. ou quelqu'un Mhm. d'autre. Mhm. Oui, il n'est pas dupe. C'est pas quelqu'un que les autres mafieux violents, les Iraniens, peuvent duper facilement. Ça ne marche pas. Et même maintenant, ce qui est représenté comme une concession américaine au régime iranien, notamment le permis américain, entre guillemets, le permis d'enrichir l'uranium, et il faut faire attention à ce qui a été dit. L'Iran pourra enrichir l'uranium, mais uniquement dans les cadres d'un consortium international. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'Iran perdra le contrôle du processus de l'enrichissement d'uranium. Évidemment, c'est une chose à laquelle le régime iranien ne peut jamais renoncer, ce qui fait preuve de ses intentions militaires concernant son programme nucléaire. Parce que sinon, s'ils ont besoin de l'uranium pour des besoins médicaux, comme ils le disent, donc on peut enrichir l'uranium pas seulement en Iran, aussi à l'étranger. Alors justement, j'allais vous demander,
la suite de ce que vous venez d'exposer. Quels sont les points qui posent le plus de problèmes après ces 5 rounds? Alors, vous venez de citer la question d'enrichissement d'uranium. Il y a une ambiguïté tout de même, parce que Trump avait dit que, enfin, à un certain moment, on a effectivement songé du côté américain à autoriser un enrichissement au maximum de 3,5%. Et puis, il y a eu des écrits de Twitter de Trump, qui s'exprime beaucoup sur ce réseau social, qui a dit que, en écrivant en grande majuscule, l'Iran n'enrichira pas d'uranium tout seul, c'est ce que vous venez de dire. Donc ça, c'est un point. Mais il y a aussi, est-ce qu'on a parlé dans ces négociations, ou pas encore, de la fabrication des missiles balistiques, et puis aussi d'un autre sujet qui n'avait pas été abordé par l'accord de Vienne de 2015, qui avait été dénoncé en 2018 par Trump, c'est l'exportation et le financement du terrorisme régional. Est-ce que ces deux autres points, par l'enrichissement d'uranium, ont été abordés ou devront être abordés d'après vous? Et d'abord, je ne sais pas, comme je n'étais pas la mouche Du coche. sur le mur de cette chambre où il s'est pour parler, mais je sais très bien que Witkoff est arrivé en retard de 40 minutes pour la rencontre avec Abbas El-Archi, le ministre des Affaires étrangères iranien. Et ce qui ne s'est fait pas, il l'a fait à son bon gré, Consciemment, pour oui. montrer à Araqchi qui était le boss. Et c'est très important parce que c'est un geste de communication non verbale et qui existe très souvent dans les cultures russes et iraniennes. Les Américains, en général les Occidentaux, hormis peut-être les Français, ici, par ici et par là, ils ne comprennent pas ce langage. Donc, Araqchi a bien compris le message et pour commencer, en général, pour démarrer, c'est pour parler, il faut parler surtout sur l'enrichissement. Toutes les autres questions, l'Iran a déjà dit qu'il ne serait jamais prêt à aborder les autres questions que vous venez d'évoquer. Mais ça, c'est la pierre d'achoppement. L'enrichissement, c'est l'essentiel. Et le but primaire de négociateurs iraniens, c'est la relève des sanctions. Ça, le but. Pas parce qu'ils sont modérés, c'est ceux qui sont à côté du Rahbar, le guide Khamenei. Ils comprennent la nécessité de pourparler afin de relever les sanctions qui suffoquent l'économie iranienne, mais ils ne sont pas du tout modérés. Ils comprennent que peut-être qu'ils arriveront avec cette tactique habituelle que je viens de décrire, mais ils n'ont pas arrivé à obtenir le résultat escompté. Mais est-ce que les Américains, et notamment l'administration Trump, et Witkoff et le président lui-même, sont conscients du degré extrêmement sophistiqué des manières iraniennes que vous venez de décrire, c'est-à-dire qu'on se sert des négociations pour gagner du temps, pour se renforcer, pour renforcer ses alliés. On en parlera peut-être tout à l'heure, c'est que l'Iran se trouvait, après 18 mois de guerre régionale, dans une position très délicate, c'est-à-dire son axe chiite a été ébranlé, le Hezbollah est inopérant pour l'instant, le Hamas a pris beaucoup de coups, et surtout la chute du régime Assad a enlevé un pion important aux Iraniens. Est-ce qu'à Washington, on est conscient que les Iraniens, dans ces négociations, sont en train d'essayer de gagner du temps, de les rouler dans la farine, et ce, au moment où on a publié, comment dirais-je, il y a ces derniers jours, et pas plus tard qu'hier, un think tank américain a publié un rapport de la IEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique onusienne, censée suivre les développements iraniens sur le nucléaire, montrant que entre 2005 et 2018, l'Iran n'avait pas cessé de mener des activités militaires nucléaires, comme par exemple des implosions pour tester des systèmes d'allumage à neutrons de la bombe, non pas un essai nucléaire en tant que tel, mais des essais périphériques.
atomique. Et aussi, il y a un chiffre qui a été publié dans le dernier rapport de l'AIEA, rapport direct, pas d'un think tank, qui date de juin, dans lequel il est dit que l'Iran, depuis le 2015, a mené des activités d'enrichissement d'uranium à haut degré, 60% et plus, qui lui permettent d'avoir les matériaux fissiles pour fabriquer aujourd'hui 11 bombes atomiques en moins d'un mois. Et donc, on peut dire que l'Iran est sur le seuil nucléaire. Et est-ce que les Américains sont conscients que finalement, comme on dirait vulgairement en français, qu'on est en train de les balader comme l'Iran avait baladé les Européens et les Occidentaux avant l'accord de Vienne de 2015? Est-ce qu'ils en sont bien conscients? Je suis sûr ils sont bien conscients parce que s'ils n'étaient pas conscients, se seraient dépêchés à conclure un accord avec l'Iran qui ne servirait à rien. C'est ça qui s'est passé avec l'accord de 2015. Le fait que cela n'est pas toujours arrivé prouve que les Américains sont au moins le Trump's team, l'équipe de Trump, Witkoff, ils sont très bien conscients. C'est une autre question. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme conséquence de ces pourparlers? Parce que peut-être ils veulent le deux côtés. Dans ces cas-là, peut-être ils vont continuer, comment ça se dit, jouer une bonne mine avec un mauvais jeu, mais on n'est pas être sûr parce que les Iraniens, ils se trouvent vraiment dans un labyrinthe de leur propre complot et idées contradictoires, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le Rahbar Khamenei s'est mis d'accord de démarrer le pourparler avec les Américains, contrairement à tout ce qu'il avait promis bien Avant, avant. oui. D'accord? Cela s'est produit comme résultat de menaces américaines. Le bombardeur stratégique Oui. B-2, et voilà. C'est pas mais d'autre côté, le leader ne dit jamais rien de définitif. C'est-à-dire, même maintenant, il a dit que les Iraniens, Yavek oui Mekonand, c'est-à-dire disent profèrent de Les bêtises. Américains, vous voulez dire. Les Américains disent Oui, des oui, bêtises. c'est très intéressant parce que le leader parle en persan simple, mais littéraire, mais il ne dit jamais de trucs comme arrête de me casser la gueule, quelque chose comme ça. C'est raffiné, un C'est- langage métaphorique, comme ça. voilà, c'est l'emploi d'un langage pas du tout raffiné par le leader d'Iran, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que il ne donne jamais des ordres directs pour ne pas assumer la responsabilité. C'est-à-dire, si je vous donne un ordre concret de faire quelque chose, et voilà, ça ne marche pas, et Mhm. malgré votre effort, donc c'est moi Oui, qui suis responsable. Comme Khomeini n'est jamais responsable de rien, donc il dit toujours, il se protège contre les conséquences négatives de ses décisions. Il a permis le pourparler, mais il a dit, voilà, mille fois, et j'étais toujours, en fait, je savais toujours que, ça ne que marcherait cela pas. ne sert à Mhm. rien, voilà, ça ne marchera pas. Mais ils ne savent pas, comme vous avez évoqué, c'est tout à fait correct. L'axe de la résistance est ébranlé. Oui, il y a les Houthis et les Hezbollah, mais ils ne sont pas en situation de bombarder Israël ou attaquer Israël. Et l'Iran a perdu son bastion en Syrie. C'est la Turquie qui contrôle la Syrie. La Turquie ne veut pas aucune présence, ne veut Iranienne. aucune présence Mhm. iranienne. Et donc, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas. Ça arrive aussi que les méchants ne savent pas quoi faire. Mais alors, justement, on comprend d'autant mieux que dans ce manège un peu, ce théâtre d'ombre et de lumière, si on peut dire, les Iraniens essaient donc, comme on disait tout à l'heure, de gagner du temps, de faire des rideaux de fumée sur leurs intentions. On a eu l'impression ces derniers, après le 5e round, que alors que tout
tout semblait aller progresser les 4 premières fois. Par contre, le 5e round s'est conclu sur une sorte de désaccord concernant justement l'enrichissement de l'uranium. Et à ce moment-là a émergé l'idée dont vous parliez, c'est ce sur quoi je voudrais revenir, l'idée que si on pouvait tolérer de la fabrication de l'uranium enrichi à bas pourcentage par l'Iran, 3,5, 4, ce serait que dans le cadre d'un consortium régional qui inclurait donc l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, peut-être l'Égypte et les Émirats Arabes Unis, une espèce de ce qui permettrait de régler la question de la course au nucléaire dans la région. Et on a l'impression malgré tout, et c'est là on en revient à un des aspects importants, je crois, pour comprendre ce qui se passe, c'est qu'il y a eu quelques analyses qui sont parues dans la presse internationale et la presse israélienne aussi, disant que, comme vous le suggériez tout à l'heure, que Witkoff et Trump sont effectivement des hommes d'affaires occidentaux qui ont peut-être sont en situation, comme ils ont mis un certain rythme à cette négociation et aussi un deadline, on a l'impression d'impressionner l'adversaire, mais est-ce qu'on risque pas ce qu'on appelle en hébreu aussi, en anglais, une miscalculation, c'est-à-dire une erreur de stratégie dans cette négociation, puisque ils ont affaire à un régime qui a la peau dure, qui a expérimenté des années durant la négociation comme un art pour gagner du temps et continuer à se renforcer. Alors, est-ce que là aussi, avec cette idée d'un consortium régional, on n'est pas dans quelque chose qui correspond pas du tout. L'Iran n'acceptera, comme vous disiez tout à l'heure, jamais ça, mais en même temps, c'est pas un rideau de fumée dont il va se servir pour continuer à faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que on serait là dans un risque d'erreur de la part de l'administration américaine. Et je dirais que non, non, pas du tout, parce que ceux qui critiquent, surtout en Israël, ceux qui écrivent leurs critiques dans cette direction, méconnaissent des choses, c'est-à-dire ils veulent toujours, ils voient ce qu'ils veulent voir ou entendre. Et il faut comprendre que oui, c'est un régime désastreux et il faut le branler, mais il faut le faire de façon intelligente. C'est-à-dire, il faut faire exactement comme les Iraniens, c'est que les Américains font. C'est-à-dire, les Iraniens sont polis, ils sourient poliment, mais ils tiennent le couteau derrière leur dos. Donc, les Américains font la même chose. Quand on dit consortium, et personne en hébreu, à autant que je sache, n'a jamais expliqué qu'est-ce que cela veut dire. Si l'Iran se met d'accord d'enrichir l'uranium dans le cadre des consortiums, bon, c'est un bon accord. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que soit l'Iran ne pourra enrichir l'uranium sur son territoire, c'est que déjà le Arakchi et tous les autres ont dit qu'ils ne se seront jamais, D'accord avec ça. jamais d'accord avec ça, parce que c'est leur, voilà, c'est leur fierté nationale, leur orgueil, je ne sais pas quoi. Mais évidemment, ils veulent contrôler eux-mêmes les processus d'enrichissement pour développer la capacité nucléaire militaire. Soit cela veut dire que pas seulement l'Agence internationale pour l'énergie nucléaire aura l'accès au site nucléaire iranien. Ça veut dire que aussi les Saoudiens, les Américains et les Émiratis pourront contrôler leurs activités. Évidemment, je ne vois aucune. Peut-être je devrais avaler mon chapeau, comme on dit, mais que je n'ai pas. Mais j'ai du mal à imaginer les Iraniens se mettre d'accord avec ça. Parce que aussi, il faut tenir en compte que ces genres de consortiums nucléaires existent. Il existe quelques consortiums nucléaires, ça existe. C'est un cadre international qui fonctionne et qui existe. Mais j'ai du mal, comme je dis, j'ai compris. Alors, une question qui va dans le sens, bon, il nous reste maximum 5 minutes, mais qui est l'aboutissement de notre discussion. Je signale d'ailleurs au passage qu'une des questions qu'il faudra résoudre, c'est de savoir qu'est-ce que vont devenir les réserves d'uranium enrichi à haut pourcentage qui permettraient de fabriquer ces dizaines de bombes, et est-ce que les Iraniens accepteront ou non qu'ils soient déménagés d'Iran et placés sous contrôle international? C'est une question sérieuse qui a priori n'a pas été encore élucidée. Maintenant, la question
de fond, c'est que si on débouchait malgré tout sur un compromis, disons, boiteux du point de vue israélien, même s'il était ce compromis différent de l'accord de Vienne de 2015, qui était une véritable catastrophe, que pourrait faire Israël au cas où, après analyse de ce compromis, dont on connaît mal encore les lignes, on n'est pas arrivé au bout de cette négociation, mais que pourrait faire Israël s'il considère que ce compromis est dangereux pour sa sécurité? Est-ce que Israël pourrait, dans ce cas-là, attaquer seul les installations d'enrichissement d'uranium iraniennes? Est-ce que c'est un cas de figure plausible, d'après vous? Je dirais que oui, Israël pourrait effectuer une telle frappe stratégique toute seule, parce que en général, il faut toujours tenir en compte quand on nous dit que Israël n'est pas capable de faire X ou Y. D'abord, ce sont toujours les estimations américaines. On ne sait pas. Et les Américains énoncent ces estimations aussi dans des buts politiques, tout à fait légitimes, mais ce sont des buts politiques. Donc personne, bon, évidemment, moi, je ne suis pas spécialiste des installations nucléaires ni des frappes de missiles israéliennes, mais en général, mais ça, c'est évident que les Américains ne veulent pas qu'Israël effectue cette frappe, donc ils disent que c'est impossible. Mais même si c'est impossible, supposons qu'en effet, les bombes israéliennes ne peuvent pas détruire toutes les installations nucléaires, il y a toujours certaine fixation sur la frappe des installations nucléaires. En Iran, il y a énormément de cibles militaires et je suis sûr que si une frappe inclut aussi de cibles militaires centrales du régime, une telle frappe puisse paralyser le régime au point que le tri du renouvellement de programmes nucléaires ou de diversion contre Israël serait insupportable pour le régime et c'est bien possible. Alors justement, ultime question, répondez-moi en quelques dizaines de secondes. Pensez-vous que le compte à rebours, dans le cadre de cette discussion dont on ne sait pas très bien où elle va aller, cette négociation, c'est un bras de fer pas évident, pensez-vous que on a commencé le compte à rebours qui pourrait mener à la fin du régime iranien, qui est souhaité d'ailleurs par une majorité de citoyens de ce pays, et qui attendent depuis 46 ans et depuis surtout ces dernières décennies que l'Occident, Israël, les Américains se réveillent. Est-ce que cette négociation, elle peut déboucher sur la fin du régime? Et c'est trop risqué de dire oui ou non. Parce que non, c'est possible, mais cela ne veut rien dire parce que je ne connais à partir de l'histoire mondiale aucun cas où un régime s'est fait détrôner par une attaque militaire. Sinon, s'il s'agit de l'occupation de tout le pays. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Alexandre Grimberg. Vous avez éclairé sur les dessous, puisque vous êtes vous maîtrisez non seulement la langue arabe, mais évidemment l'iranien, et vous êtes au courant des dessous, pas forcément des dessous de table. Vous n'êtes pas la mouche sur le mur de la salle de négociation, mais vous percevez les nuances dans ce bras de fer. Merci beaucoup pour votre disponibilité, pour le temps que vous nous avez accordé. Merci aussi aux auditeurs, et dans 15 jours pour notre prochain magazine.